Chapitre 17. Le sensoriel, les ondes cérébrales, la pensée et les croyances. Pour ce chapitre, on va y aller par étapes. Premièrement, rappelez-vous, dans le chapitre 8, lorsque je vous ai parlé du thalamus, j'ai attiré votre attention sur les fréquences sonores. En réalité, je suis persuadée qu'absolument chaque ressenti de nos sens sensoriels a un impact sur notre cerveau et notre corps. Prenons en considération que la sensation de nos sens, entre guillemets, active les sécrétions d'hormones. En réalité, nous avons tous la possibilité de sentir les changements hormonaux en nous. Exemple. Imaginez, vous entendez le rire d'une personne que vous aimez sans l'image. Même sans avoir la moindre vision de cette personne, vous avez envie de rire. Ou la même chose, parfois vous voyez une personne rire, même sans le son, vous avez envie de rire. Parce qu'au moment où vous entendez cette bonne vibration, où vous voyez ce bel assemblage d'énergie électrique positive, entre guillemets, dont je détaillerai après, votre corps réagit avec une poussée, selon moi, d'endorphine et d'ocytocine. Lorsque vous entendez une personne en colère, ou du moins sa tonalité de voix y fait penser, et que vous vous énervez, sans même comprendre ce que la personne veut dire. À ce moment-là, vous avez toujours, selon moi, une poussée d'adrénaline, de cortisol, puis de sérotonine. D'ailleurs, l'action de sérotonine permet à l'hippocampe d'enregistrer les émotions de ce moment précis. C'est pour cela qu'on se souvient facilement des sentiments négatifs. Je reste persuadée que les sécrétions d'hormones se font pour chaque information sensorielle. Deuxièmement, si l'on prend en considération les ondes cérébrales. Oui, je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler des ondes cérébrales. Ces ondes se calculent en Hertz, qui est égal à une ondulation par seconde. Les 5 principales ondes sont delta, c'est l'onde active lorsque nous sommes en sommeil profond. Theta, c'est l'onde du moment où l'on est presque endormi dans une sorte de somnolence. Alpha, lorsque nous sommes dans un moment de détente en relaxation. Rythme et SMR, Sensory Motor Rhythm, le moment où vous êtes concentré avant une action. Et bêta, qui sont tous les moments où vous êtes réveillé tout au long de la journée. Sur chacune de ces ondes, les neurones s'activent sous forme de pulsations. Donc, sachant que chaque son émet des vibrations, les sons bousculent les énergies de ces ondes, comme lorsqu'on s'est endormi devant un film et que d'un coup, une scène au son violent nous réveille. C'est le même effet des sons sur les ondes cérébrales. Les ondes cérébrales sont le résultat de la communication des neurotransmetteurs sous forme de pulsations des présynapses aux postsynapses entre l'hypothalamus et le thalamus. On peut aussi prendre en considération que les mouvements ont une énergie qui pourrait agir sur ces ondes. Vous savez, une personne bouge rapidement à côté de vous, vous pouvez sentir l'air plus intensément. L'air est une énergie. Au fait, quelle est la définition du mot énergie ? Une énergie est un système qui permet d'accomplir un travail, une action. Définition Google. Autre définition de Futura Science. Les physiciens emploient le terme énergie pour désigner une capacité à modifier un état ou à produire un travail entraînant un mouvement ou générant un rayonnement électromagnétique. Bref, ce mot est vaste en lui-même. Finalement, j'ai bien envie de vous donner ma propre définition de ce mot. Système qui réagit à un élément et qui crée des conséquences sur d'autres éléments. Mais au fait, pour revenir à l'air et son énergie, est-ce que le langage verbal pourrait avoir une incidence sur nos ondes cérébrales ? En tout cas, pour les personnes atteintes du spectre autistique, je pense que oui, ce qui explique l'incapacité à traduire les mouvements de langage. Dans tous les cas, lorsque nous avons des dérèglements de nos ondes cérébrales, il y a des conséquences qui sont intéressantes à connaître. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous laisse vous renseigner. Sur le site de Neurofeedback, vous avez accès à beaucoup d'informations. Je me suis inspirée de ce site pour écrire certaines choses sur le sujet des ondes cérébrales. En gros, si on résume,
ce que nos sens sensoriels perçoivent crée des sécrétions d'hormones, mais si l'on prend en considération l'impact des sons, mouvements, odeurs, qui sont des molécules alors, concernant les odeurs, qui sont des molécules qui flottent entre parenthèses dans l'air, donc chargées d'électricité, donc les odeurs sont aussi une énergie. Bref, l'impact des énergies qui nous entourent peuvent avoir sur la fréquence de nos ondes cérébrales. Cela voudrait dire que tout ce qui possède une énergie crée des sécrétions ou inhibitions d'hormones. Ôtez-moi d'un doute. La pensée permet de réaliser une action hormonale et réactionnelle du corps ou de la parole. Bref, des conséquences derrière, n'est-ce pas? Donc la pensée est une énergie et agit aussi sur nos hormones. Mais si on résume tout ce que je vous ai dit dans ce livre, la pensée dépend de nos émotions. Nos émotions dépendent de l'activation d'hormones par le biais de nos sens sensoriels qui déclenchent la synthétisation ou l'inhibition d'hormones. Par rapport à quoi? Par rapport à nos croyances. Reprenons l'exemple où vous vous énervez parce qu'une personne à côté de vous émet une tonalité de colère. En fait, selon votre perception, ce son est de la colère, de l'agressivité, mais peut-être que pour votre vision, par exemple, peut-être que pour votre voisin, par exemple, ce serait un son jovial. Vous allez avoir une montée d'adrénaline associée à une émotion négative, puis une pensée négative. Pour la même tonalité de voix, votre voisin va avoir une montée d'ocytocine, une émotion positive et enfin une pensée positive. Comme pour chacun de nos sens sensoriels, ce que notre thalamus perçoit, c'est avant tout lié à nos croyances. Pour revenir et terminer sur la puissance des pensées, les animaux sont souvent en accord avec nos pensées, ou parfois des personnes reçoivent la même énergie de pensée que nous, et on dit la même chose au même moment, où on pense l'un à l'autre en même temps, ou juste avant de croiser une personne, on pense à elle. Si on prend ce fait, comprend également le fait que la pensée est une énergie et que les énergies interfèrent sur nos ondes cérébrales, ce qui veut dire sur nos neurones, la transmission de pensée devient alors faisable. Mais certainement que ce que j'ai vécu, ce que je vous ai raconté dans mes livres, la persuasion d'avoir vécu des moments où les pensées, les gestes étaient synchronisés avec les sons, actions et lumières, font de moi une personne à avis subjectif sur le sujet. Aussi subjectif que si vous ne preniez pas mon hypothèse en compte, car vous n'auriez pas vécu la même chose. Alors nous sommes à égalité. Mais sachant que de mon côté, j'ai été du côté que je n'y croyais pas, ou je n'y croyais pas, je me dis que vous pouvez peut-être un jour admettre que la transmission de pensée à travers la sensibilité des énergies est possible. D'après moi, elle serait surtout possible après une période d'agrypnie dont je vais vous parler plus loin. C'est pour cela que j'insiste sur le sujet dans ce livre. Entre guillemets, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nikola Tesla. Bref, le son interagit directement avec nos hormones, ok. Le son est une énergie invisible. Tous les objets, matériaux et nous-mêmes, absolument tout ce que nous voyons sur Terre, sont faits d'énergie, car ils sont tous faits de milliers d'atomes électrifiés, invisibles à l'œil nu. Ces atomes fonctionnent à distance par le biais d'une énergie électrique, sans aucun contact entre eux. C'est l'assemblage de tous ces atomes et de l'énergie électrique qui crée une matière. Source Bruce Lipton, La biologie des croyances. En gros, on pourrait dire que de ce que nous voyons sur Terre, que rien de ce que nous voyons sur Terre n'est vraiment solide, ni même nous, les humains. Voilà pourquoi il est primordial de veiller à avoir des énergies constructives et non destructives en nous et autour de nous. Maintenant, les mots que l'on emploie chaque jour sont aussi une énergie invisible. Prenons un exemple, le fameux mot relativiser. Lorsque vous dites à un interlocuteur « Oh, mais tu sais, je relativise, il y a pire dans le monde », le ressenti que vous avez à ce moment-là dans votre cœur, dans vos émotions, en vous, c'est 100% de négatif dont je parlais auparavant. Vous avez en vous une énergie 100% destructive qui influence vos cellules. En fait, vous parlez à ce moment-là de relativiser, mais avant ceci, vous avez émis une pensée avec cette mauvaise énergie.
La pensée est une énergie. Lorsque vous émettez une pensée, des centaines d'atomes entrent en jeu dans votre cerveau et votre corps. Rappelez-vous, les protéines régulatrices qui fonctionnent comme une manche sur un bras, qui se couvrent ou se découvrent pour la lecture de l'ADN, et les protéines effectrices qui, selon les informations, agissent dans nos cellules. L'énergie négative que vous avez en vous au moment de votre soi-disant relativité est en train de guider toutes ces protéines à vous concevoir un joli bébé nommé cancer ou maladie, soit dit en passant, mal que vous aurez créé vous-même, commandé à votre corps. Que vous aurez commandé vous-même à votre corps. Par conséquent, une personne qui fera semblant d'être positive devant les autres en s'en mentant à elle-même n'aura absolument rien à y gagner au final. Alors effectivement, afin d'optimiser une bonne santé, il faut absolument reformater notre cerveau en reformatant nos paroles, nos pensées et en augmentant le pourcentage de décryptage de nos émotions positives grâce au son, avoir des croyances objectives et ça sera déjà un très bon départ. Faites l'exercice d'analyser chacune de vos paroles. Demandez-vous dans quelle catégorie elles se trouvent. Good vibes, bonne vibration, bad vibes, mauvaise vibration. Et vous vous rendrez compte que vos paroles sortent de façon automatique, comme un réflexe, car elles sont dues à votre façon quotidienne de penser. Il faut donc modifier tout cela. Chapitre 18. L'agrépie et la téinorexie. Lors de l'écriture de mon deuxième livre, De la vie au réveil, j'avais déjà vécu un épisode qui, pour la médecine, serait schizophrénique, psychotique, durant la période d'emprisonnement de Heidi, qui était effectivement due à mes croyances spirituelles. Nouvelle expérience. Je vois et je deviens ce que je crois. Mais j'avais également besoin d'une explication scientifique pour comprendre comment je suis arrivée à certains stades qui m'ont conduit plusieurs fois à l'hôpital. J'avais commencé à vous parler du fait que je ne dormais plus, mais durant une année de recherche, je n'ai pas réussi à trouver des informations sur le manque extrême de sommeil, comme si cela n'existait pas. J'ai finalement réussi à trouver le terme agrypnie, qui signifie absence totale de sommeil. Je répète et précise l'absence totale de sommeil qui n'a absolument rien à voir avec le manque de sommeil. Les principaux effets secondaires sont les pertes de mémoire, parfois la perte de contrôle moteur des gestes. D'ailleurs, je vous avais expliqué avoir eu des problèmes de gestes impulsifs liés à mes pensées et enfin les soi-disant hallucinations. J'avais pu remarquer que mon cerveau avait pris pour l'habitude d'associer des gestes à chacune de mes pensées, que je disais d'ailleurs à voix haute afin de réussir à les comprendre, car mon cerveau n'était plus capable de comprendre mes propres pensées, et donc associé aux gestes pour pouvoir m'en souvenir. Je n'étais plus en capacité de me souvenir de quoi que ce soit, plus aucune mémoire immédiate, et le seul moyen de me souvenir des situations des jours précédents était lorsque je faisais un geste qui avait été associé à une situation précédente. La gravité de mon état était également en lien avec ma consommation excessive de théine et de caféine. J'ai donc aussi fait des recherches sur ces produits. Comme vous le savez, avec mes nombreuses années de consommation d'alcool et de lourdes médications, j'avais de grands problèmes de mémoire de base. Vous rappelez-vous, dans mon premier livre, Vie d'alcoolique, lorsque je vous raconte mes changements de vie au moment où je faisais de la boxe et que pour la première fois de ma vie, j'apprenais. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir à perdre mes kilos, en plus du sport, j'avais supprimé toutes les boissons chimiques et très sucrées. Mais j'avais besoin de remplacer mes 5 litres quotidiens d'alcool par une boisson. Effectivement, arrêter l'alcool sans avoir une boisson pour remplacer le plaisir de boire est compliqué. C'est d'ailleurs un des fondamentaux du programme de coaching que je propose. Alors je buvais énormément de thé. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ceci, si vous ne l'avez pas déjà compris. La caféine et la théine augmentent le rythme cardiaque, l'adrénaline, la vigilance, la mémoire, la capacité d'apprendre, facilitent la digestion et augmentent également l'urine.
Alors forcément, avec cette consommation, même si cela était inconscient, je découvrais la capacité d'apprendre et la mémoire. Mais je suis vite tombée dans le piège de l'addiction, sans même le savoir. Et oui, les addictions me suivaient encore. Il m'aura fallu de 2018 jusqu'à 2022 beaucoup de litres quotidiens à en arriver à l'agrypnie avant de comprendre mon erreur. Cette addiction et aventure m'aura au moins permis de prendre une réelle confiance en moi, de prendre conscience que oui, je suis capable d'apprendre, de transmettre et d'avoir de la mémoire, du moment que je ne vais pas dans l'excès de l'apprentissage. D'ailleurs, est-ce vraiment une addiction à la théine, caféine? Ou est-ce une addiction à l'apprentissage? Une addiction au manque de sommeil, comme je l'appelle souvent. Effectivement, la première année de nuit blanche suivie de journée blanche, j'avais pu remarquer certains phénomènes qui me plaisaient. En fin de matinée, j'avais l'effet euphorisant de l'alcool. En fin d'après-midi, l'effet stonique du cannabis. Oui, je viens d'inventer ce mot, le mot stonique, comme à mon habitude. Bien entendu, ces effets apparaissaient lorsque je n'avais ingéré aucun produit psychotrope et aucune nourriture depuis la veille au soir. Même si au bout d'une année de période d'agrypnie, j'ai finalement à nouveau consommé du cannabis alcool afin de réussir à dormir. Alors était-ce une addiction aux nuits blanches? Une addiction à l'agrypnie? Avant de tomber dans l'agrypnie, durant de longs mois, je pratiquais toutes sortes d'exercices, comme la méditation, afin de ressentir les énergies dans mon corps et de créer la communication entre mes glandes cérébrales et mon corps. Ou comme dirait Greg Braden, créer la communication entre le cerveau et le cœur, entre la conscience et les émotions. Après une longue analyse de ce qui m'est arrivé, j'ai pu comprendre une autre raison que la mémoire pour mes gestes impulsifs. C'était mon corps qui dirigeait mes gestes. Aussi improbable que cela puisse paraître, le mélange de tout d'abord une longue période d'agrypnie en ajoutant ensuite mes consommations de cannabis et d'alcool pour de base réussir à dormir, a créé un phénomène surréaliste. Exemple. Lorsque j'avais faim, avant même de ressentir la faim dans le ventre, et avant même que le ventre fasse du bruit, mon bras se levait et montrait la cuisine. À l'instant même où je me demandais le pourquoi, mon ventre réagit. Ce qui veut dire que l'information de la faim était envoyée directement à mes membres avant même que l'encéphale ne me donne la sensation de faim. Avez-vous l'image, la scène en tête? Et pour chacun des besoins de mon corps, cela recommençait, ainsi que chacune de mes émotions liées à mes souvenirs. Je ressentais chaque émotion directement dans mon corps, avant même d'avoir conscience de l'émotion, avec parfois de la douleur pour les émotions négatives et d'autres fois de la chaleur pour les émotions positives. J'ai bien envie de nommer ça la communication des chakras. L'ensemble de mes symptômes, avec ces derniers que je vous ai expliqués, rentraient tous totalement en harmonie avec tout ce qui se passait autour de moi, spirituellement parlant, comme si la vie entière était synchronicité. En parallèle de ceci, j'étais également incapable de cacher ce que je pensais. Depuis mon plus jeune âge, je suis le plus souvent silencieuse face aux gens. Je garde tout en moi et pour éviter de les blesser, soit pour éviter de les blesser, soit de passer pour une femme intransigeante. Mais en cette période, chaque phrase, mot, action qui m'évoquait un mauvais ressenti, je faisais des grimaces. Comme si la cocotte de mon corps, mon cœur et de mon cerveau explosait. Je n'arrivais plus à garder quoi que ce soit pour moi. J'avais si bien conditionné mon cerveau à écouter mon corps qu'il n'était plus possible de faire autrement que de les écouter. C'était fou. J'avais cru qu'il était possible d'écouter son corps, et mon corps s'est donc exprimé. Pour finir, en parallèle de mes consommations excessives de thé et de café, et de ne plus dormir du tout durant plusieurs jours, je ne mangeais également plus du tout. Une sorte d'anorexie, sans vomissement, puisqu'aucun aliment ne rentrait de mon corps. Imaginez ces éléments sur une période d'une année. Dormir 2 heures tous les 4 jours, manger une seule fois tous les 4 jours, et boire 5 litres de thé par jour, ainsi que 5 litres par nuit, afin de tenir le coup et de combler la faim.
Au bout d'une année à ce rythme, vous ajoutez l'alcool, la cocaïne, le cannabis, et cette fois passez plus de 7 jours sans dormir ni manger. C'est le dernier ajout qui m'a mené droit à l'hôpital. Ce qui se comprend à mon sens. Mais pour en revenir au fait que la cocotte de mon corps et celle de mon cerveau explosaient, je me demande si le bonheur parfait serait que nous soyons absolument tous dans cet état très, très avancé de connexion. Plus personne ne pourrait mentir sur ses propres émotions, ressenties. Cela éviterait sans aucun doute possible de nombreuses maladies en mode le maladie, causées par nos propres mal intérieurs, et de nombreux problèmes de santé. Sentez la douleur, sentez la chaleur, sentez vos émotions, sentez les besoins de votre corps, sentez vos chakras. La santé, quoi. Comme je vous disais dans le début du livre, l'agripnie avait aussi pour conséquence d'augmenter ma sensorialité. Ceci s'explique par le manque de sommeil extrême. D'après moi, augmente considérablement la dose d'adrénaline, surtout avec de la caféine et sans nourriture dans le corps. Je ne sais pas si vous avez pu le comprendre au cours de mon livre, car je ne l'ai pas précisé, mais lorsque l'adrénaline est fabriquée, le corps synthétise automatiquement plus de cortisol et de sérotonine. Si, j'ai déjà précisé. Je tiens à préciser que le record d'agripnie connu est de 11 jours sans dormir. Je précise que faire une seule nuit blanche n'a pas les mêmes conséquences que plusieurs jours sans dormir ni manger et en ne buvant que du café. Pour en revenir sur la sérotonine, je vous rappelle, comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre 10, que c'est la glande pinéale, avec la participation du thalamus sensoriel, qui fabrique la sérotonine et la mélatonine, hormones du sommeil. La glande pinéale, qui est aussi le troisième œil en spiritualité. Œil qui, d'après de nombreuses légendes, permet de voir au-delà des apparences, permet d'avoir accès à l'invisible lorsqu'il est décalcifié, entre guillemets. Pour une formule, agripnie égale sérotonine fois surdosage, plus moins sous-dosage mélatonine, plus caféine fois optimisation au hippocampe et sérotonine, thalamus, plus anorexie, est égal à glande pinéale déréglée, optimisée, est égal à troisième œil ouvert. Si je n'étais pas coach en addiction, je conseillerais à chaque personne d'essayer cette expérience. Mais d'ailleurs, je ne suis plus coach. Dans mes périodes d'agripnie, mon cerveau avait totalement perdu la notion de sommeil profond. Lorsque j'arrivais à dormir 2 heures, j'étais dans ce que j'ai décidé de nommer un sommeil conscient. Pour l'image, c'est comme si mon corps était endormi, mais mon cerveau carburait à 1000 à l'heure, et je réfléchissais à une multitude de choses. C'était fou. C'est d'ailleurs le sommeil conscient qui m'a poussé à consommer cannabis et alcool afin de réussir à de temps en temps obtenir quelques minutes de sommeil profond. Et oui, je parle bien de quelques minutes. Avant les hospitalisations, je restais dans un sommeil conscient qu'1 heure, accompagné d'environ 15 minutes de sommeil profond, si j'ose dire, un sommeil où je perdais conscience. Pouvez-vous imaginer une vie où votre cerveau n'est plus capable de se mettre en pause, une vie où vous n'êtes plus capable de dormir? Consommez 5 litres de thé ou de café par jour, puis 5 litres par nuit. Ne mangez plus. Autorisez-vous à dormir que 2 heures par 4 jours. Tout ceci sur une période de plusieurs mois. Et là, vous deviendrez ce que la médecine nomme schizophrène et aux yeux des autres personnes un individu illuminé. Et pour le coup, je vous assure que oui, vous serez illuminé. À travers ce que j'ai vécu, j'ai bien envie d'inventer encore d'autres mots. On connaît déjà l'anorexie, l'alcoolorexie. Maintenant, nous allons parler de théinorexie. Le fait de ne boire que du thé sans se nourrir. Pour ma part, je buvais que du thé à l'époque, mais nous pouvons aussi parler de caféinorexie. Et je peux vous assurer que la théinorexie mélangée à l'agripnie crée de graves conséquences dans le cerveau. Et oui, pas besoin de produits illégaux pour obtenir des effets incroyables. De mon point de vue, si je me suis réfugiée dans la théinorexie, c'est parce que je ne supportais plus le fait de me nourrir d'apprentissage sans pouvoir le transmettre. En gros, je passais énormément de temps à apprendre,
mais je ne pouvais pas le transmettre à qui que ce soit, et ne le supportant plus, je ne voulais donc plus me nourrir concrètement, plus nourrir mon estomac. D'ailleurs, le manque de transmission me rongeait tellement, mélangé à une extrême solitude de l'entrepreneur, que je pense que c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à penser à haute voix et faire comme si je discutais avec moi-même à haute voix. Entre parenthèses, ce qui a ensuite été impossible à arrêter et qui a dévié en impression de synchronicité lorsque j'ai à nouveau consommé des psychotropes. Selon moi, il existe une avalanche de raisons qui poussent à l'anorexie ou l'alcoolorexie qui diffèrent selon les personnes et également selon les façons de faire. Le fait de manger puis se faire vomir, accepter de manger puis rejeter, peut être induit par le fait de devoir se cacher en premier lieu ou inconsciemment une volonté d'avoir mal à la gorge. Les vomissements irritent l'œsophage et la trachée, ce qui peut faire penser à un lien avec le fait de parler ou de garder des secrets. La notion de ne pas aimer son corps pour l'anorexie est aussi régulière, mais cache en général des éléments plus graves du passé. On se met à détester son corps après des viols ou des fortes prises de poids, qui en soi, entre parenthèses, est aussi lié à d'autres éléments psychiques, ou à la suite d'une éducation méprisante. Pour l'alcoolorexie que j'ai pratiqué durant de longues années, c'est un peu différent. Je ne mangeais plus afin d'être plus longtemps en état d'ébriété, et justement pour éviter les vomissements du lendemain de cuite. C'était aussi une sorte de désespoir que je ne voulais plus alimenter ma vie. D'autres personnes la pratiquent pour boire sans grossir, ce qui revient en difficulté d'accepter son corps. Par contre, pour la ténorexie, je précise que parfois il m'arrivait de vomir, mais que c'était par manque de nourriture. Lorsque mon corps avait très faim, je vomissais. Mais ça n'était pas une volonté de ma part. J'ai remarqué que ma chienne a la même caractéristique. Si j'ai plusieurs heures de retard pour lui donner à manger, elle se met à vomir. Pour finir ce chapitre, je tiens à vous repartager, car cette photo était déjà dans mon deuxième livre, ce fameux rayon de lumière que je voyais régulièrement dans le ciel, se posant sur une montagne au loin, alors que la lune se trouvait à l'opposé, durant ma période d'agrétnie, qui était assez réelle, pour que je le prenne en photo, par rapport à mes hallucinations. Est-ce que j'avais des hallucinations au point de pouvoir en prendre des photos? Alors vous verrez pas la photo vraiment, un petit peu, quand on voit le rayon de lumière. Et je crois que c'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre. Donc la suite, ce sera chapitre 19, désinformation de langage, bruit envahissant.